Il est vrai, lui dit-elle, que je veux bien que vous le sachiez et que je trouve de la douceur à vous le dire. Je ne sais même si je ne vous le dis point plus pour l'amour de moi que pour l'amour de vous. Car enfin, cet aveu n'aura point de suite, et je suivrai les règles austères que mon devoir m'impose. Telle est donc la décision de la princesse de Clèves. Elle n'épousera pas le duc de Nemours. Elle a beau savoir que son devoir s'oppose à son bonheur, que son renoncement trouble le repos auquel elle prétend par ailleurs, elle s'y tient. Elle ne le verra plus, la messe est dite. Ainsi, on a pu dire de la princesse de Clèves qu'elle était l'héroïne du renoncement, qu'elle était celle qui choisit de dire non, alors qu'elle pourrait dire oui, un peu comme Antigone, avec qui elle partage, sinon la jeunesse, du moins le goût de la tragédie. Autant, les lecteurs du passé s'étaient émus de la scène d'aveu, la jugeant dans les grandes lignes invraisemblables. Autant, cette scène ultime ne les a pas particulièrement troublés. Ils comprenaient, eux, le sens profond du devoir qui anime la jeune femme. La religion, la morale, tout l'expliquait sans mal. Mais comment le comprendre aujourd'hui ? Quelle signification donner à une décision qui, tout ancrée qu'elle était dans un contexte, en dit aussi beaucoup sur l'être dans ce qu'il a d'universel et de complexe. En me rapportant à quelques lectures sur la question, je tâcherai de comprendre l'incompréhensible avec vous. Car enfin, la princesse ne dit-elle pas elle-même qu'elle ne se connaît pas ? Ne cède-t-elle pas aussi au doute, à la confusion ? Peut-être même que la puissance du personnage réside dans son impénétrable mystère, et qu'il nous faut accepter que, quoi qu'on dise, quoi qu'on lise, on ne le comprendra jamais tout à fait. Comme n'importe quel être vivant. Car c'est aussi tout le paradoxe du personnage. C'est en mourant qu'elle atteint pour nous l'état de vie, et c'est en se sacrifiant qu'elle naît comme individu. Dans Passion, Jean-Michel de La Comté s'étend très longuement sur la décision finale de la princesse. Il donne plusieurs explications que je me permets de synthétiser. Premièrement, pour lui, la princesse de Clèves condamne l'amour, le plaisir, le bonheur, par sens de la pureté idéale. Elle voudrait, quant à elle, une passion vierge de tout défaut, de tout écart, de toute excuse, de tout pardon. Pour elle, comme pour l'amant perdu. Donc, la princesse de Clèves serait un personnage de l'idéal, de la perfection, qui, finalement, choisirait de renoncer par radicalité. Deuxièmement, la loi morale qu'elle s'inflige, dit-on, est imaginaire. Elle est le fruit totalement de son imagination, d'une impression qui a été façonnée par l'orgueil maternel. Elle ne fait jamais que appliquer le rigorisme mutilant inculqué par sa mère qui l'empêche précisément de s'accomplir comme individualité. On pourrait donc voir dans le renoncement l'œuvre d'une mère étouffante. Troisièmement, la princesse cherche à rendre à tout prix coupable Nemours pour justifier sa morale. Elle le fige dans une identité d'homme léger, faux. Et ainsi, elle serait l'héroïne qui réécrit l'histoire pour garder la face. En somme, elle-même l'avoue, elle le fait davantage pour elle-même que pour celui qu'elle aime. Et de conclure qu'elle croit rompre avec les règles d'apparence du monde qui règnent à la cour. Mais en même temps, elle ne fait que les appliquer. Elle agit pour donner l'apparence d'une femme pure et sincère. Ainsi, elle adopterait une fausse transparence, puisqu'elle contrarie son être
au nom du social. Elle croit rompre avec la société et les valeurs du monde, mais en même temps, elle les applique, elle les épouse. Je l'ai dit tout à l'heure, et de La Comté le remarque, elle ne se comprend pas elle-même. Son choix ne se fonde que sur des impressions, et au fond, elle cherche à se fuir elle-même. C'est ainsi qu'il explique que la jeunesse du personnage est une clé de compréhension, alors même que certains lecteurs ont pu dire qu'elle avait des pensées, ce personnage, trop mature pour son âge. En fait, elle prend tout simplement peur du monde et de l'avenir. La princesse a peur de grandir, de quitter la paix de l'enfance, au point qu'elle souhaite revenir à sa bulle des débuts. Elle revient finalement au couvent qu'elle avait quitté au tout départ. Elle finit par vivre dans le calme avec des sœurs. Et ainsi, ce personnage serait en fait en proie à une crise d'adolescente. C'est l'histoire d'une jeune fille confrontée aux difficultés de l'âge adulte et qui, face à ces difficultés, prend la décision de fuir. Il y aurait presque quelque chose d'Alice au Pays des Merveilles, mais d'une Alice au Pays des Merveilles qui choisirait de ne pas se réveiller et qui resterait dans son rêve. Enfin, de La Comté remarque que le repos est une forme de meurtre. Elle se suicide elle-même. On assiste à un suicide d'honneur. Elle choisit somme toute la paix du vide, la perfection de la mort, et en cela, en effet, comme le veut le dernier adjectif, elle est bel et bien inimitable. J'ajoute que l'on pourrait aussi se demander si la princesse croit trop à l'amour ou pas assez. Les deux lectures se tiennent, car enfin, c'est parce qu'elle a des attentes trop grandes sur l'amour qu'elle choisit de ne pas l'entacher par une réalisation qui serait forcément décevante. Donc en fait, son exigence est telle qu'elle préfère fuir l'acte lui-même. Mais en même temps, on pourrait aussi voir qu'elle ne croit pas tellement à l'amour, puisqu'elle sait, comme sa mère lui a dit, que cela se terminera mal, que cela sera ponctué de souffrance, et que l'infidélité, la tromperie, le mensonge vont très rapidement venir dans le mariage. Une deuxième explication est celle que donne Solers dans un court article. Je vais citer ce qu'il écrit, car il me semble que c'est particulièrement éclairant. Madame de Lafayette invente la violence singulière du sadomasochisme exquis. L'impossible, c'est mieux. Le refus de jouir est plus électrisant que l'acte. Ce sera donc non, mais comme les aventures du non sont plus excitantes que les aventures du oui. En effet, la princesse prend plaisir peut-être à se faire souffrir. Car elle comprend que l'imaginaire est plus jouissif. L'imaginaire maintient plus le désir que l'acte lui-même qui vient y mettre un terme. Le non, c'est le désir qui dure, alors que le oui, c'est la déception. Il y aurait donc une volonté perverse dans le choix du non. Enfin, je m'en réfère à l'article que Alain Finkielkraut dans « Et si l'amour durait » a voué à la princesse de Clèves. Alors elle nous dit qu'elle reste fidèle à son mari pour elle-même. Elle ne souhaite pas donner raison à M. de Clèves et sauve avant tout sa dignité en disant non. Aller avec le duc de Nemours, ce serait donner raison aux soupçons de M. de Clèves. Elle fait preuve, dit Alain Finkielkraut, d'une sagesse désenchantée sur l'amour.
qui est due au fait qu'elle a été instruite par sa mère, qu'elle a pu voir où mener les différentes intrigues amoureuses qui traversent le roman, et notamment à travers les récits enchâssés. Elle comprend que l'amour rend insatisfait et mène au désordre. Que l'être même de l'amour, c'est l'échec de l'amour. L'amour ne peut tout naturellement pas durer. Et alors, conclut-il, son intransigeance nous parle plus que jamais, car nous la partageons. Nous aussi, nous ne croyons plus dans l'amour durable. Les mariages se défont, l'amour ne dure plus, et en acceptant la passion, la société a connu des amours fragiles et le démariage.